Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Karine Picard, qui est directrice générale de Oracle France. Karine Picard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence toujours cet entretien par une actualité qui est liée à notre secteur, dans laquelle vous pouvez être impliqué, plus ou moins directement. Donc, ça peut être un événement, une tendance, quelque chose qui vous a marqué ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un élément qui a attiré plus particulièrement votre attention ? Oui, c'est le lancement de Gaia X qui a eu lieu mardi. Et nous avons décidé de rejoindre Gaia X dès le premier jour. Ça faisait plusieurs mois qu'on était en discussion sur ce projet pour essayer d'en comprendre les contours et les objectifs. Mais une fois que ça a été très clair que l'Europe essayait de créer un espace numérique de confiance avec un certain nombre de règles, de certifications qui permettent aux entreprises publiques et privées de s'y retrouver, d'avoir un certain nombre de repères et de pouvoir faire des choix de cloud en toute confiance, qui soient sécurisés avec un certain nombre de normes. Il est évident que, vu notre ADN et ce qu'on a lancé dernièrement sur le marché, ça faisait complètement du sens de rejoindre cet écosystème. Alors, je vais pousser le bouchon un petit peu loin peut-être, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'intégrer des fournisseurs américains ou asiatiques dans un projet de cloud européen ? Je pense qu'ils n'ont pas décidé de créer un provider de cloud européen, puisqu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire émerger une puissance de cloud en quelques mois. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille pour créer notre cloud. Certains, ça fait encore plus longtemps. C'est des investissements gigantesques. Donc je pense que pour une fois, l'Europe a été très pragmatique. Ils ont compris qu'il fallait mieux mettre en place un certain nombre de normes et demander aux acteurs mondiaux de s'engager à les respecter, de pouvoir aussi faire émerger des acteurs européens et qu'on travaille sur quelque chose qui soit autour du multi-cloud, de la sécurité et pas forcément de la nationalité, parce que c'était quand même, je veux dire, une ambition presque impossible. On n'a pas créé Airbus en 2 ans et on ne créera pas un cloud provider européen de cette taille-là en 1 an non plus. Donc, c'est plutôt une bonne décision, je trouve, de la part de l'Europe. Très bien. Alors, on embraye aussi sur un deuxième thème qui est assez récurrent depuis longtemps maintenant. Bon, il se trouve qu'on est toujours dans une période sanitaire critique. Il y a eu la période de confinement de mars, avril jusqu'à mai. Et puis, bon, après, les choses sont allées mieux. On est revenu en septembre. On pensait que c'était derrière nous et puis on est retombé dedans. Et il se trouve que là, maintenant, on a compris que même s'il y a des signaux qui montrent que les choses vont s'améliorer, on entre dans une période assez longue pendant laquelle il a fallu déjà s'organiser de manière différente. Et donc là, je vous demande, en tant qu'entreprise Oracle, comment vous avez organisé les choses depuis un certain temps, sachant que maintenant on s'installe dans la durée et que vous-même vous avez publié une enquête dans laquelle les salariés font état de préoccupations sur leur santé mentale et demandent à leur entreprise d'en faire plus. Donc la question c'est, est-ce que Oracle fait ce qu'il faut vis-à-vis de ses salariés pour ce fonctionnement un peu particulier ? Alors c'est vrai que nous, c'était très particulier puisqu'on a décidé au mois de juin de ne pas réouvrir les bureaux. Donc nos employés sont en télétravail à 100% depuis le 16 mars dernier. Donc il est vrai que c'est une situation vraiment exceptionnelle. On était préparés technologiquement de par notre métier, mais fondamentalement, peut-être pas humainement et managérialement. Donc c'est vrai que depuis ces 6 derniers mois, moi je travaille main dans la main avec ma DRH parce qu'on a mis en place un accompagnement quotidien des employés, des salariés, déjà pour les aider à travailler dans de bonnes conditions, mais aussi pour repérer les cas un petit peu dangereux parce qu'il y a des gens qui perdent des pieds, perdent de motivation. Donc il est vrai qu'on a aussi délivré des services de type Concilio, de médecine en ligne, de médecins en ligne pour que les gens puissent très facilement avoir accès à de l'aide.
et avec un accompagnement des managers. Toutes les semaines, je parle aux salariés aussi pendant 30 minutes de différents sujets pour les faire sortir un peu de leur quotidien, pour qu'ils puissent échanger avec nous. Donc on a véritablement démultiplié les forums d'interaction avec nos salariés pour essayer de faire face à cette situation incroyable. Et c'est vrai que l'été était devant nous, au mois de juin, les gens voyaient un espoir de reprise de la normalité, mais depuis le 1er septembre, c'est vrai qu'on avait vu une chute de motivation, d'énergie sur lesquelles on travaille au quotidien. Et voilà, les DRH jouent un rôle extraordinaire dans cette période. Je veux dire, quand on a la chance d'avoir une DRH humaine et au plus près des salariés, c'est vraiment un atout. Et alors, ils font un rôle. vous projetez jusqu'à quand pour cette nouvelle normalité, si je puis dire? Alors je pense que la normalité d'avant, elle n'existera plus jamais, je pense. Donc nous, on se projetait, on avait prévu janvier 2021, en septembre, on avait annoncé janvier 2021. Au vu de l'accélération, je n'ai pas de nouvelle date, mais dans la tête des salariés, je ne pensais pas avant mars. Mettez-vous dans installez-vous comme si c'était vraiment dans la durée, psychologiquement, logistiquement. Et puis nous, on va repenser aussi le bureau de demain, c'est évident, puisqu'il ne sera pas forcément tel qu'il est aujourd'hui. Et puis on a découvert qu'il y avait beaucoup de métiers qui pouvaient se faire à distance, qu'il y avait des choses qu'on pensait impossibles à distance. Au départ, nous, on n'encourageait pas le fait que les commerciaux soient en télétravail, et on s'aperçoit qu'ils peuvent faire aussi un excellent travail à distance. Donc ça va apporter aussi de la flexibilité à ceux qui le souhaitent. Alors maintenant, on va parler d'Oracle, bien sûr, et en fait, on va commencer par les fameux ERP, parce que finalement, dans l'ensemble des logiciels, c'est la catégorie des logiciels qui a fait le plus de résistance dans l'évolution vers le cloud. Est-ce que vous diriez maintenant que les conditions sont réunies pour qu'on puisse basculer ces logiciels vers le cloud? Quelles ont été les raisons qui ont fait que ça a tardé un peu? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'entreprises françaises qui ont fait le pas? Bien sûr. C'est vrai qu'on a maintenant, je dirais, pas mal d'expérience. Nous, ça fait plus de 5 ans déjà qu'on a lancé cette nouvelle version d'Oracle complètement réécrite dans le cloud. On a 5000 clients dans le monde, beaucoup en France. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'entreprises, plutôt entre 300 millions et 2 milliards, qui ont fait ce choix parce que soit elles avaient des ERP vraiment obsolètes, soit elles avaient grandi par acquisition, elles avaient besoin de rationaliser leurs ERP. On a des sociétés comme par exemple Sandromage, qui avait une croissance gigantesque dans la grande distribution, les Mutuelles Générales, on a Corian, on a des sociétés comme Nickel Bank, comme My Money Bank. Donc on a énormément de sociétés françaises de ce taille-là qui ont sauté, qui ont fait le pas, parce que c'est vrai que même les éléments de risque liés à la sécurité des données ont été levés. Bien évidemment, on a des data centers en Europe qui respectent toutes les régulations en termes de sécurité des données, mais il y a le retour qui a montré que l'ERP n'avait pas besoin d'un autre cloud que la gestion des clients ou que l'ARH. Et c'est vrai qu'on voit apparaître sur le marché aujourd'hui de plus en plus de grands projets, des grands projets de transformation de sociétés du CAC 40. Il est évident qu'avec la crise du Covid, ces entreprises vont aussi faire des choix de priorité, puisque même si les projets sont beaucoup moins imposants en termes de temps et d'investissement qu'auparavant, il y a des sociétés qui, en termes de trésorerie, ont plus ou moins le choix de le faire. Alors, avant d'élargir un peu sur la stratégie cloud d'Oracle en général, vous avez dit des sociétés dont l'ERP est obsolète. Est-ce que la plupart du temps, c'était un ERP qui était issu de l'éditeur Oracle ou issu d'un concurrent, ou est-ce que finalement, ça ne fait pas de différence? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, nous, on ne qualifie pas nos ERP historiques d'obsolètes parce que vous savez qu'on a une politique où on continue à maintenir nos ERP de manière illimitée. Mais il est vrai qu'il y a des clients qui n'ont pas mis leurs ERP sur les dernières versions depuis des années parce que c'est des coûts gigantesques.
de faire cette migration. Après, il y en avait en revanche qui avaient des ERP qui avaient 10-15 ans, les sociétés ont presque disparu, il n'y a plus de maintenance. Et là, dans ce cas-là, oui, on les remplaçait. Et il y a énormément de sociétés, plus qu'on ne croit, qui ont 3, 5, 7 ERP dans leur paysage. Et en termes de coûts, de migration, d'homogénéisation de la donnée, c'est véritablement une énorme contrainte. Donc pour eux, c'était essentiel de pouvoir migrer sur une plateforme moderne. Alors maintenant, si on élargit un peu le sujet sur la stratégie cloud d'Oracle en général, puisqu'on est passé du cloud, puis maintenant on parle de cloud hybride et de multi-cloud, vous avez annoncé il y a déjà quelques années la solution Cloud at Customer, dont l'idée était de pouvoir rapatrier l'infrastructure Oracle Cloud dans le data center du client. Puis, en juillet dernier, vous avez étendu cette offre-là avec la Dedicated Region Cloud at Customer, donc avec la possibilité d'avoir quasiment toute l'offre avec la base de données autonome et puis les logiciels SaaS. Alors, est-ce que vous diriez que, le catalogue de l'ensemble des applications Oracle est à même niveau à la fois on-premise et dans le cloud? Et plus généralement, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques phrases la stratégie cloud telle qu'elle est aujourd'hui d'Oracle? Alors je dirais oui, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, l'un des vendeurs, des éditeurs du marché qui a l'offre la plus large sur le cloud. C'est-à-dire qu'on est, je pense, les seuls à pouvoir offrir une base de données dans le cloud, l'infrastructure, la plateforme, mais aussi toute la partie applicative. Ce qui fait qu'on se bat un petit peu contre le marché entier au niveau du cloud. Est-ce qu'on compare en termes fonctionnels ce qu'on a on-premise vers le cloud? Bien évidemment, mais il faut savoir que le cloud, c'est une nouvelle manière de consommer, c'est de nouvelles interfaces, de nouveaux usages. Donc aujourd'hui, on pense qu'on est vraiment au-dessus de ce qu'on offrait on-premise, de par le fait que tous les 3 mois, on va fournir de l'innovation à nos clients et qu'ils vont la consommer dans le cloud. Donc fondamentalement, depuis 5 ans, chaque trimestre, pratiquement l'offre cloud apporte des éléments supplémentaires par rapport à l'on-premise. Et ça, c'est un élément majeur. Il ne faut pas que les clients fassent du copier-coller de l'on-premise vers le cloud parce qu'ils échoueront. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler. Il y a une refonte des processus, une refonte des usages. Et donc, on essaye vraiment aussi d'éduquer et d'aider nos clients à se transformer vers le cloud. Mais notre stratégie, c'est vraiment la couverture de A à Z, et vous parliez de Dedicated Region, notre Cloud at Customer. En fait, cette capacité de pouvoir à la fois gérer l'infrastructure, de gérer les machines, de gérer les applicatifs nous permet d'avoir la continuité de la chaîne de valeur, déjà pour assurer la meilleure sécurité à nos clients, mais aussi de pouvoir nous-mêmes décider de créer ces Cloud at Customer derrière les pare-feux du client, parce qu'en fait, on détient l'intégralité des couches. Et ça, on estime qu'aujourd'hui, c'est une force pour nous par rapport à nos concurrents. Et est-ce que vous avez déjà beaucoup d'exemples d'entreprises, éventuellement françaises, qui pratiquent ce multi-cloud, c'est-à-dire avec les mêmes applications dans leur propre data center et sur votre cloud à vous, et qui font, je dirais, des allées et venues en fonction des besoins ou en fonction d'autres paramètres? Alors, il y a 2 choses. Sur la partie Cloud at Customer, on a par exemple le Crédit Agricole qui a été un des premiers à nous faire confiance. On est en train de travailler aussi avec d'autres clients dont je taire le nom, je peux pas donner le nom aujourd'hui, sur le multi-cloud pur, en particulier avec Microsoft, puisqu'on a un accord avec Azure pour faire de l'interopérabilité des clouds avec Microsoft, parce que nos clients nous ont demandé cette interopérabilité. Donc c'est quelque chose sur lequel, oui, on a de plus en plus de demandes. Et je pense que même le gouvernement aujourd'hui clairement dit qu'il va devoir travailler sur l'interopérabilité des clouds, et économiquement ça serait pour quelque entreprise être dépendant d'un seul cloud, ça serait extrêmement dangereux, tant en termes d'innovation que d'être complètement verrouillé avec un cloud provider, de ne pas pouvoir avoir d'éléments de négociation intéressants.
Et est-ce que, pour continuer et finir sur ce sujet-là, est-ce que, si on prend par exemple les études qui sont faites régulièrement par le cabinet Synergy Research, que vous connaissez certainement, donc en fait, il place les leaders qu'on connaît, hein, AWS, Google, Microsoft, maintenant Alibaba et même Tencent, et puis il place d'autres acteurs, dont Oracle et IBM, qui qualifient d'ailleurs de strong niche players, donc des acteurs de niche forts. Et alors, est-ce que vous utilisez un peu la même logique qu'IBM, qui est de dire, il y a eu une première phase de cloud pour des applications relativement simples à mettre en œuvre, tout ça a été fait, ça représente à peu près 20% des applications, et maintenant on entre dans des choses beaucoup plus dures, compliquées, qui sont au cœur applicatif des entreprises, et donc là, maintenant, on va devenir un acteur à part entière dans cette deuxième phase. Est-ce que c'est un petit peu votre manière de présenter les choses aussi? Oui, c'est clair, ça a été la stratégie. On est parti en retard. Bon, là, on a lancé notre nouvelle génération de cloud qui était vraiment basée sur la sécurité de la donnée, l'isolation, l'intelligence artificielle, parce qu'on estimait qu'il y avait besoin d'une nouvelle génération de cloud. On a commencé par expliquer à nos clients qu'on était évidemment les mieux placés pour bouger leurs processus critiques dans notre cloud, parce qu'on connaissait leurs applicatifs et on pouvait les héberger de manière beaucoup plus performante et sécurisée. Donc ça a été notre stratégie, c'est ce qu'on a fait avec Essilor, c'est ce qu'on fait avec d'autres grands clients. Et puis on a aussi découvert par exemple avec Zoom que les performances et les coûts qu'on offrait par rapport à Amazon ont commencé à être extrêmement compétitifs, même par rapport à ces hyperscalers. Et c'est vrai que le fait que Zoom nous ait choisi en période de pandémie pour héberger l'intégralité de leurs serveurs, ça a été un signe pour le marché de dire Oracle n'est pas forcément un cloud provider que pour ses propres processus et ses propres applicatifs. Il a une véritable valeur ajoutée aussi pour des sociétés externes. Et ça a été, je pense, un changement sur le marché depuis 6 mois, ce qui va certainement nous permettre de bouger de niche player vers big player. Très bien. Alors, vous avez annoncé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le fait que vous alliez ouvrir un data center en France en 2021. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr, je vous le confirme, ça sera milieu 2021. On va en ouvrir 2, mais on ouvre le premier à Marseille. Donc, on est en train de finaliser les installations. Ça va être dans un lieu assez intéressant puisque c'est une ancienne base de sous-marins qui avait été construite pendant la guerre et qui va être complètement réhabilitée. Donc, en termes de sécurité, ce sera plutôt bien. Oui, voilà, exactement. Et en plus, ça permet de réutiliser aussi des lieux comme ça qui étaient un peu en perdition. Et comme on a un énorme investissement sur tout ce qui est énergie renouvelable, nos data centers sont green, puisqu'on vient d'ailleurs de signer la charte aussi Tech for Good avec le président Macron parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement essentiels pour nous. Et donc on s'installe à Marseille. On sera, je crois, il y aura 36 data centers dans le monde. À la fin 2021, on en aura plus qu'Amazon. Et c'est cette nouvelle génération de cloud qui nous a permis d'en installer beaucoup plus vite et dans tous les pays qui exprimaient des besoins de souveraineté différents. Alors, vous avez annoncé donc deux en France, le premier à Marseille et le deuxième, je suppose, ce sera dans la région Île-de-France? Oui, dans la région parisienne. D'accord. Oui. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous. Vous savez, le SIGREF publie depuis 3 ans maintenant un document suite à des réunions de travail avec les grands acteurs, donc à la fois les grands acteurs du cloud et puis les grands éditeurs dont vous faites partie. Vous êtes finalement maintenant sur les deux sujets. Et donc, je voulais aborder un peu le retour concernant Oracle de ce troisième rapport. Alors, on va commencer par les points un petit peu délicats. Il se trouve qu'en fait, ils indiquent qu'Oracle avait interrompu ses relations, ou plutôt le SIGREF avait interrompu ses relations avec l'Oracle. Je ne sais pas exactement dans quel sens ça s'est fait, mais en tout cas, il n'y avait plus de discussion. C'était suite aux différends liés au licensing avec les machines virtuelles sur VMware. Donc ça, c'est un point. Apparemment, les choses se sont remises en route. Vous êtes allé vous-même dans des réunions avec les gens du SIGREF. Et alors, il y a encore 2 points qui sont un peu délicats. Le premier, c'est les politiques de
de licences qui sont toujours assez agressifs. Et puis, le deuxième point, c'est la dureté des audits que vous faites chez les entreprises utilisatrices pour vérifier que finalement, ils font une utilisation qui est conforme à ce que vous leur demandez. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux points-là? Alors, il est vrai que quand je suis arrivée à la tête d'Oracle, il y avait une vraie volonté de renouer les relations avec le SIGREF et l'ensemble de ses membres. On avait toujours continué à fournir un certain nombre d'informations, mais c'est vrai que c'était assez souvent conflictuel. Donc là, on est arrivé véritablement à expliquer, à passer du temps aussi avec nos clients pour expliquer le licensing. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une politique commerciale extrêmement agressive, mais qui était aussi due au fait qu'on n'avait peut-être pas assez accompagné nos clients dans leur propre monitoring de leur licence. Il faut comprendre que c'est notre IP, on est censé surveiller l'usage, ou s'il est abusif ou pas, hein, c'est pas toujours le cas bien évidemment. Parfois c'est plutôt un manque de contrôle, un manque de moyens pour valider quels sont les usages dans les entreprises. Donc on a aussi en parallèle fait un effort pour aider les clients à bien mesurer ça. On a aussi essayé de transformer évidemment les attitudes de nos commerciaux. Moi je suis en permanence en train de valider quels sont, on appelle plus ça des audits aujourd'hui, mais quels sont les études qui sont en cours avec nos clients de manière à éviter les écueils dans lesquels on est tombé il y a quelques années, dans lesquels tombaient beaucoup d'éditeurs aussi malheureusement, qui avaient un rapport de force avec les entreprises. Il faut savoir que ce rapport de force, il est extrêmement différent aujourd'hui. Il est beaucoup plus équilibré. Les entreprises ont les moyens d'expliquer aux éditeurs qui peuvent changer, qui peuvent partir. Et le cloud nous a aussi obligés à nous transformer dans notre relation avec les clients. On a des contrats qui sont renouvelés. Il nous faut les accompagner en permanence. Donc, ça a aussi complètement transformé l'accompagnement qu'on a avec nos clients. Ça prend un petit peu de temps. On a une machine qui a 30 ans, 35 ans d'existence, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Alors effectivement, c'est l'argument qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire dans cette confrontation avec les éditeurs, c'est finalement la possibilité pour eux de changer de fournisseur, sachant que c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, hein, parce que quand on a mis en place un ERP, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des années d'investissement, donc ça change pas du jour au lendemain. Alors ça, c'était les points un peu délicats. Il y a les points plutôt positifs qui sont que en fait, le SIGREF reconnaît une politique agressive, alors agressive cette fois dans le bon sens du terme vis-à-vis du cloud, et donc reconnaît également que l'offre dont vous avez parlé un peu, Cloud at Customer, est une offre riche. Alors est-ce que ça, finalement, ça vous conforte un peu dans votre stratégie de développement vers le cloud ? Oui, je pense que si on interrogeait les clients d'Oracle, je pense que tous vont nous dire, vous avez des produits d'une grande qualité, vous avez su faire basculer vers le cloud, vous nous avez délivré des solutions qui ont été réécrites pour le cloud sur des véritables infrastructures. Vous n'avez pas essayé de nous vendre de l'hébergement soi-disant cloud d'anciennes solutions. Donc, ils ont reconnu les investissements qu'on avait faits et la valeur ajoutée de nos nouveaux produits. Donc, je pense que ça, on est une société d'ingénieurs Oracle. On a toujours été Larry Ellison, il aime les produits, il aime la technologie. Ça reste quelque chose qui est notre force, mais aussi, on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on travaille sur ce relationnel avec les clients, d'être un partenaire d'innovation, d'un partenaire de transformation. En plus de fournir des solutions qui sont de grande qualité. Donc je pense que pour nous c'est très important de savoir que nos clients trouvent notre stratégie valable, qu'elle va dans la bonne direction. Voilà, mais on continue à travailler avec eux, surtout pour les accompagner, surtout en cette période de Covid, où ils ont besoin de nous et de faire les bons choix. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être lors du 4e rapport sur cette relation avec les fournisseurs, parfois un peu difficile. En tout cas, on a fait un tour assez complet. Karine Picard, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous.